premier rond pour gérer les prises de parole. Moi, j'ai quelques questions sur ce que tu as dit. Je repars en arrière, c'est-à-dire sur l'histoire politique. On passe très rapidement de la période où le Labour n'arrive plus à conquérir le pouvoir avec Neil Kinnock et compagnie à Tony Blair, mais en ce moment, entre les deux, il y a eu John Smith. Oui. Qui a pris le parti de manière un peu consensuelle après Kinnock, et Tony Blair arrivait un peu comme il n'y a personne derrière, donc il y a Tony Blair, et je me suis toujours demandé ce qu'aurait été le parti travailliste avec John Smith, si ça aurait été la même dérive libérale qu'on a connue. Et puis il y a un sujet, tout à l'heure tu as parlé du SNP qui avait mis 20 ans à devenir un parti de gauche. Moi j'avais cru comprendre que le SNP était ancré à gauche depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ce qui a à mon sens différé, c'est qu'à partir de Thatcher, effectivement, il est devenu une alternative politique de gauche en Écosse, notamment à partir des manifs contre la poll tax, moi c'est ce que j'avais en tête, et que effectivement depuis que le Parlement écossais a un vrai pouvoir et que le parti écossais est au pouvoir régionalement, il a mis en place une politique de gauche, notamment c'est un exemple pour tous les partis de gauche sur le logement. Et l'un des défis justement de Corbyn, ça va être de reconquérir l'électorat de gauche en Écosse, puisque ça avait toujours été le réservoir de voix pour les travaillistes. Et à partir du moment où ils ont 56 députés sur 58, ça fait de la différence à Westminster pour les travaillistes britanniques. Peut-être des camarades qui veulent poser d'autres questions. Juste, il y a d'autres questions sur le SNP ou sur le SNP? Un peu aussi également. Donc c'est oui en fait sur les différents agendas qu'ils vont avoir. Donc oui, une partie le SNP, vu que justement c'est la réservoir électorale, et notamment quelle relation aussi interpartie faisait Jeremy avec Corbyn, vu que c'est un autre parti de gauche, est-ce que Jeremy Corbyn compte plus ou moins avoir des relations plus avancées avec le SNP ou faire une union de la gauche? Et un autre paramètre, ça va être justement la grande question du référendum sur justement l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Donc quelle va être peut-être la position de Jeremy Corbyn, question de campagne? Et aussi une dernière petite question, est-ce que la question justement du retrait du Royaume-Uni dans l'UE va reposer la question d'indépendance de l'Écosse? Alors, donc sur la question écossaise c'est une question clé pour le Labour Party, puisque globalement, sans l'Écosse et sans le Pays de Galles, on le voit avec le résultat des élections de 2015, il est extrêmement compliqué pour le Labour Party d'avoir la majorité à la Chambre des communes. Ces bastions sont vraiment le nord industriel, Liverpool, Manchester, les Midlands qui étaient auparavant notamment le Yorkshire avec son bassin minier, il y a eu de la destruction politique qui est passée, donc c'est compliqué. Il lui reste le nord de l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Des endroits où globalement auparavant, c'est comme dans le Tarn, là où moi j'ai grandi, là où Paul Quilles était élu député, il a été élu député de la circonscription où moi je vivais, c'est dans cette circonscription-là, Paul est l'exception qui confirme la règle, c'est un garçon intelligent, mais là vous mettez une chèvre avec l'étiquette Parti Socialiste sur le cul, elle est élue. Bon, en Écosse et au Pays de Galles, vous mettez une chèvre avec l'étiquette travailliste, elle est élue. Enfin, maintenant, elle était. Elle était. Le SNP a commencé sa mue politique. D'abord, le SNP comme les autonomistes catalans, comme les indépendantistes basques du Partido Nacional, le PNV, le Parti nationaliste basque. Au départ, c'est la bourgeoisie indépendantiste, donc ce sont des partis de centre-droit. Effectivement, le thatcherisme, qui est dans une position extrêmement centrifuge, là on ne parle pas de devolutions. Devolutions, c'est ce qui s'en rapproche le moins mal, c'est la décentralisation, mais c'est plutôt le fait qu'on
dévolu des pouvoirs aux assemblées régionales en Écosse et au Pays de Galles et en Irlande du Nord pour gérer des compétences qui sont jamais tout à fait les mêmes, mais jamais tout à fait une autre, mais que le Britannique aime et que le Britannique comprend. C'est voilà, un peu de poésie pour ce soir, chers amis. Donc, en fait, à partir de Margaret Thatcher, le SNP se rend compte surtout que globalement, il n'y a que l'Écosse qui a résisté politiquement aux conservateurs, et que donc essayer de prendre l'Écosse sur un agenda politique de centre-droit, c'est tout simplement impossible. Donc globalement, celui qui est en situation de pouvoir, c'est le Parti travailliste. Donc globalement, il faut doubler le Parti travailliste sur sa gauche. Et là, la période blairiste est une occasion rêvée. Et c'est à ce moment-là que c'est sous Blair et sous le virage droitier que prend Tony Blair qu'en fait le SNP va accélérer sa mutation à gauche et finir par prendre d'abord avec une majorité relative et ensuite une majorité absolue. En 2011, ils prennent l'Écosse aux travaillistes, et là c'est le début de la fin pour le Parti travailliste. En tous les cas, en termes symboliques, c'est la deuxième défaite. La première c'est 2010, la deuxième c'est 2011 et les élections au Parlement. Et là, 2016, Corbyn a beau y passer des heures et des journées et des mois, ça va être très difficile pour déloger Nicola Sturgeon d'Holyrood. Holyrood, c'est le siège du Parlement et donc du gouvernement régional écossais. Elle est partie pour rééditer l'exploit et avoir une nouvelle victoire en race campagne. Après, le bilan politique de la camarade Sturgeon, elle est capable de dire une délégation de service public, c'est pas une privatisation. Parce que dans le vocabulaire de l'Union européenne, ce n'est pas une privatisation, c'est une délégation de service public, et le mot qui compte, c'est service public. Ah, d'accord. Le fait que, grâce à cette délégation de service public, tu as un opérateur privé qui s'en met plein les fouilles, ah non. Et comme ça, c'est une privatisation soft des lignes de ferries, notamment avec les Orcades, qui sont un super bel endroit de l'Écosse. Si vous voulez y aller, j'y ai passé une semaine, c'est merveilleux. Donc voilà pour le SNP. Voilà, c'est des gens qui sont extrêmement courageux. Nicola Sturgeon a été la première responsable d'un gouvernement, fut-il provincial, à dire qu'elle était pour l'allègement de la dette de la Grèce avant même le référendum de début juillet. Elle a été très claire, elle est très ferme sur les positions anti-austérité. Après, c'est facile d'être sur une position anti-austérité quand on est assis sur la moitié des revenus du pétrole de la mer du Nord. Parce que c'est ça aussi la réalité. Hein. C'est quand on parle du chavisme, Chavez, il pouvait mener des politiques sociales extrêmement fortes et parce qu'il finance ça avec le pognon du pétrole. Alors oui, ok, c'est un choix politique. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant à voir, et ça pourrait être un truc vraiment marqué à gauche, c'est est-ce qu'elle va aller au bout de la réforme foncière qu'elle a proposée, sur laquelle elle s'est engagée. Et là, on verra si elle est capable de le faire avant les élections régionales de l'an prochain. Sur la question du référendum, le Parti travailliste fera campagne pour le maintien dans l'Union européenne. Les syndicats feront campagne en bloc. Il y aura évidemment des gens qui feront campagne pour la sortie, etc. Mais globalement, les syndicats et le Parti travailliste feront leur propre campagne pour le maintien au sein de l'Union européenne, pour une raison simple. Ils ont vu ce qui s'est passé avec la Grèce cet été. Ils en ont peut-être tiré comme conséquence que déjà l'isolement souverainiste, c'est pas forcément la bonne issue.
Mais là-dessus, ça nous renvoie sur un débat que j'aurai plaisir à mener avec vous dans un autre lieu et dans une séquence qui sera peut-être consacrée à ça. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que pourquoi est-ce qu'ils vont faire campagne ? C'est tout simplement parce que l'amorce de législation sociale européenne qui existe, notamment la Cour européenne des droits de l'homme et la Charte européenne des droits de l'homme, pour un syndicaliste britannique, c'est ce qui permet peut-être d'arracher des droits nouveaux par rapport à une législation sociale qui fait passer la Pologne pour un modèle progressiste. Parce que la réalité, c'est que entre les années de plomb thatchériste et l'inertie en matière en matière sociale du gouvernement Blair et du gouvernement Brown, aujourd'hui, la législation sociale britannique est une des législations sociales les plus arriérées. Et que la législation antisyndicale y est extrême. Et les syndicats vont très probablement, si la Trade Union Bill, qui doit être adoptée là, dans les prochains jours, donc Trade Union Bill, loi sur les syndicats, qui durcit encore les conditions dans lesquelles les organisations peuvent faire une grève légale. Ils devront par exemple demander 15 jours avant l'autorisation de pouvoir faire des tweets ou des publications Facebook, mais des trucs hallucinants. Voilà, ça, les syndicats, ils regardent, ils se disent, ça, on va passer ça devant la Cour européenne des droits de l'homme, on a 2 chances sur 3 pour que ce soit cassé. Si le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne, sur quoi tu te reposes ? The Bill of Rights ? Ce truc qui date du Moyen-Âge ? Excuse-moi du peu, mais tu vois, on est dans une culture britannique qui est une culture pragmatique, qui est celle du rapport de force. Et là, pour le coup, l'Union européenne apparaît comme un outil progressiste pour les travaillistes et les syndicalistes britanniques. Juste une précision, la Cour européenne des droits de l'homme, elle appartient au Conseil de l'Europe, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a les deux. Il y a les deux, ils peuvent faire les deux, mais en tous les cas, il y a la Cour de justice. Par exemple, la législation britannique sur la limitation du temps de travail, qui avait justement été une des revendications de John Major pour avoir des à-côtés sur les traités de l'époque, les Britanniques n'ont pas fait gaffe, le gouvernement de John Major de l'époque n'a pas fait gaffe, puisqu'il a fini par signer un traité en se disant c'est bon, il n'y a pas les protections sociales, machin. Et en fait, c'est par des textes affiliés qu'on fait passer, enfin, qu'on invoqué les syndicats et qui a permis de limiter le temps de travail en Grande-Bretagne grâce à la faible législation sociale européenne. Donc effectivement, Corbyn d'ailleurs dans son discours sur le Brexit, enfin sur le référendum Cameron, a dit une chose très juste. Soit l'Union européenne, avec ses défauts et ses graves erreurs, est telle qu'elle est, mais on sait ce que ça a apporté à la Grande-Bretagne, et dans ce cas-là, pas de problème. Cameron, on ne fera pas campagne pour Cameron, mais on ne fera pas la campagne du UKIP, et on fera campagne pour sauver l'intérêt pour la classe ouvrière d'être dans l'Union européenne. Si Cameron réussit son chantage vis-à-vis de l'Union européenne, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne ne conserve que le grand marché et elle a l'opting out pour tout, la législation sociale, les protections économiques, les protections de services publics, etc. C'est pire. Alors forcément, dans ce cas-là, si Cameron gagne son pari avant le référendum contre l'Union européenne, alors forcément, nous changerons de position. Et c'est là que, vis-à-vis, de la position dans le débat britannique, mais vis-à-vis de l'Union européenne, Corbyn aussi envoie un message, et envoie un message à la gauche européenne en disant, écoutez, vous êtes bien gentils, il y a déjà les erreurs qui ont été faites sur l'austérité, mais si en plus vous cédez face à Cameron en disant ça le permettra de rester au moins formellement dans l'Union, et que en plus vous continuez à pas avancer sur un certain nombre de dossiers, alors le rapport de force va s'inverser, et nous serons obligés de faire campagne pour sortir, vu que ça ne nous apportera plus rien. Mais pour le moment, la ligne est
le pari de Corbyn, c'est aussi que, on regarde, et c'est une réalité, enfin, les exigences de Cameron pour rester, pour faire campagne pour le maintien dans l'Union européenne, c'est donc plus de hiérarchie des normes, globalement un marché unique et pas un marché commun, donc pas les mêmes règles de concurrence. Voilà, là il y aura une concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire que chacun se démerde avec soi. Mais il dit derrière aussi, on freine l'immigration intra-européenne. Donc, c'est-à-dire le principe de la libre circulation des marchandises et des individus à l'intérieur du périmètre européen, il dit stop, c'est fini. Et le fait qu'en plus, tu ne peux pas avoir les mêmes droits que les nationaux. Et là, les Polacs, je le dis très tranquillement parce que je suis d'origine polonaise, qui représentent une bonne part de l'immigration intra-européenne en Grande-Bretagne, disent pardon, tu peux répéter là? Là, you talking to me? Et il se trouve que c'est Donald Tusk qui est le président du Conseil de l'Europe en ce moment. Du Conseil européen, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous êtes des gens pointus, j'en suis ravi. Il y avait Jean-Pierre qui voulait prendre la parole. Louis aussi. Jean-Pierre, Louis. Et Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre Pudesso, Louis Guédé et Jean-Pierre Côté. Moi, c'est sur l'Europe, au sens global, par l'Union européenne, etc. Est-ce que, parce que là, on a parlé en fait de la comparaison Portugal, Espagne, Grèce, c'est-à-dire aussi l'Europe, est-ce que la social-démocratie nord-européenne peut être touchée par la réflexion et ce qui se passe actuellement en Angleterre? Parce que la social-démocratie nord-européenne, pour le moment, c'est pas jojo. Oui. Je voulais revenir sur quelque chose qui me semble toujours un paradoxe et ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Pourquoi Milliken a été battu? J'entends partout, c'est parce qu'il avait un programme trop à gauche. Toi et beaucoup d'autres gens disent parce qu'il avait un programme trop à droite. Alors, excuse-moi de la brutalité de ma question, mais je voudrais comprendre un peu plus ce qu'il en est. Et Jean-Pierre? La position de Corbyn par rapport à l'Irlande du Nord. Très simple. Je vais commencer par la dernière parce que c'est facile. Jeremy Corbyn est en fait, Jeremy Corbyn est un militant pacifique, mais un militant internationaliste aussi. Et à ce titre, il est républicain, donc il est pour l'abolition de la monarchie en Grande-Bretagne. Il se vante qu'il n'y ait pas un pays où il ait mis les pieds, où il n'ait pas été emprisonné au moins une fois. Ce qui, en plus, est assez proche de la réalité. Même dans son propre pays, il a été arrêté à plusieurs reprises, notamment pour avoir manifesté pour la paix en Irlande du Nord et contre l'apartheid. Il n'a jamais caché ses sympathies pour le Sinn Féin. De ce côté-là, c'est là qui me fait dire que Corbyn, c'est un modéré. Si on prend John McDonnell à côté, John McDonnell lui dit pas qu'il est sympathisant du Sinn Féin. Il dit que l'IRA avait raison. Voilà. Donc, ça se défend. Ça se défend. Pas sur tous les moyens. Mais Tu couperas sur la vidéo. La première fois que Jerry Adams a été reçu à la Chambre des communes après le processus de paix, etc., il est reçu par Jeremy Corbyn. Et ils posent tous les deux, ils sont... voilà. Donc, c'est ça sa position. Sur l'Europe du Nord, la gauche en Europe du Nord, je pense que... Ah ouais, non mais bon, les Allemands, c'est quand même, putain, ce pays a donné Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, quoi, la révolution, les soviets en Bavière, c'est dur hein, quand même, mais voilà. Ils ont fait aussi, depuis, ils ont fait leur Bad Godesberg et
avec toute la sympathie que j'ai pour mes camarades de Die Linke, avec qui je suis fraternellement uni au sein du parti de la gauche européenne. J'ai donné les préconçus qui vont rendre mon propos désormais acceptable. Force est de constater qu'une dynamique qui existait aujourd'hui a un peu plus de mal à s'inscrire dans la durée. C'est compliqué des fois quand on est à la gauche du Parti socialiste de pouvoir exprimer un propos un petit peu non conforme à la ligne, donc c'est pour ça que j'ai pris quelques précautions oratoires. La gauche du Nord, elle n'est pas si homogène que ça. Le Parti socialiste, par exemple, en Wallonie, je ne sais pas si tu le rattaches à cette gauche du nord de l'Europe. C'est le dernier parti PS de gauche en Europe. Voilà, c'est vrai que mon ami... prends l'exception. Voilà, ils ont quand même proposé au Parti du travail de Belgique de faire une alliance électorale. Il y a... par contre, ce qui bouscule beaucoup plus la social-démocratie en Europe du Nord, c'est les scores de la gauche radicale. Il y a une dynamique électorale qui, pour le moment, est assez forte du côté de la gauche radicale. Pour avoir plus de détails, je vous suggère de lire La gauche radicale en Europe de Louis Numa, Philippe Marlière, et puis il y en a un troisième c'est un petit ouvrage assez intéressant qui présente un peu en 3 parties l'état des lieux, les dynamiques, et puis avec justement un panorama assez intéressant sur toute la gauche en Europe du Nord. Et je pense que cette concurrence électorale-là et l'impasse des grandes coalitions du style qu'on a connu en Allemagne, SPD, CDU, qui à la fin se retournent contre le partenaire minoritaire. Ça a été le cas par exemple en Allemagne, ça a été le cas aussi en Grande-Bretagne, où les libéraux démocrates qui étaient partenaires minoritaires sont ressortis de ces 5 ans lessivés. Aujourd'hui, ils ne pèsent plus. Voilà. Et Miliband, oui, tu as raison de dire que dans les journaux, dans Le Monde, dans Libération, mais comme les camarades blairistes disent, voilà, ils font un récit en disant... Le programme était trop à gauche, le programme d'Ed Miliband était trop à gauche, et c'est pour ça qu'on a perdu. Moi, je demande les faits. Qu'est-ce qui, dans le programme, identifie Ed Miliband comme trop à gauche? Voilà. Là-dessus, j'attends Libération, j'attends Le Monde, j'attends les blairistes. Voilà. Je veux qu'on discute faits. Voilà, faits, arguments. Voilà. Là, moi, je suis en face plutôt de ce que j'appelle un récit collectif. Et ce récit collectif, il a vocation à faire passer par-dessus les faits une interprétation politique, un projet politique, c'est-à-dire une construction, un projet, hein, ce n'est pas des trucs tangibles. Un projet, c'est quelque chose, c'est une vision. Voilà. Mais ils veulent le faire passer pour une réalité. Et le problème, c'est qu'ils y arrivent. Moi, quand je dis qu'est-ce qui fait que ce programme-là n'était pas à gauche, je pense que le contrôle de l'immigration n'est pas identitaire de la gauche. Je pense que des mesures qui sont qui traduisent dans les faits, parce que le programme d'Ed Miliband pour les élections générales de 2015 se traduit concrètement par le fait qu'Harriet Harman, à l'époque, leader par intérim du parti, dit nous soutenons la position du Parti conservateur qui est de limiter le plafond pour les allocations familiales, de faire baisser le plafond de revenus nécessaire à l'obtention... vous voyez ce que c'est un plafond. Voilà. Ben, on va le faire baisser, ce qui fait qu'on va exclure des millions de personnes de la possibilité d'obtenir des allocations familiales, mais aussi des allocations logement. C'est ce qui l'a amené dans un premier temps à soutenir aussi le fait que les allocations familiales
n'augmenteront pas si on a 3 ou 4 enfants, mais elles resteront au même niveau que si vous avez 2 enfants. Et c'est aussi en fonction de ce programme-là qu'elle va dire que les fameuses batailles sur les tax credits, donc les crédits d'impôt, là encore une question de plafond pour ouvrir des droits, qui va générer, donc qui va pour plus de 3 millions de familles, occasionner une perte de revenus supérieure à 1800 livres par an. C'est pour des personnes, si vous voulez, c'est globalement, vous perdez entre 10 et 15% de votre pouvoir d'achat. Ça, c'est en fonction du programme d'aide Miliband. Alors, ça, c'est des faits. C'est cette analyse qui a amené Harriet Harman à soutenir les propositions faites par George Osborne et David Cameron. Maintenant, je te demande à toi, est-ce que tu trouves que ce sont des mesures de gauche ou des mesures de droite? Du coup, maintenant, tu as la réponse à ta propre question. Voilà. Pas tout à fait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, si tu veux, moi, je suis quand je travaille sur l'objet parti travailliste, j'ai un point de vue, évidemment, mais j'essaye de travailler, comme c'est d'abord un travail journalistique que je fais, j'essaye de partir des faits. Libération, Le Monde, les blairistes, eux, ils ne sont pas dans les faits, ils sont sur un récit politique, avec une vision derrière qui est la leur, qui est une vision social-libérale. Mais ils ont le droit de le faire. Et moi, je défends l'existence d'une presse d'opinion. La seule chose que je reproche au Monde ou à Libé, c'est de ne pas assumer d'être une presse d'opinion. S'ils l'assumaient comme l'humanité assume d'être un journal communiste, je dirais bravo et j'applaudirais des deux mains. La seule chose que je leur reproche, c'est de ne pas assumer ce qu'ils font. Voilà. Pour revenir, Louis, tu vas pouvoir réagir. Mais quand on parle de récit politique, regardons aussi le récit politique de la campagne d'Ed Miliband par Ed Miliband. Il a passé l'intégralité de la campagne des élections générales à s'excuser que le gouvernement travailliste ait augmenté la dette du pays. Donc, grosso modo, le message qu'il a passé, c'est « vous inquiétez pas, on sera aussi raide que les conservateurs sur le budget et sur l'austérité ». À partir de là, ça pose quand même des questions sur l'orientation de la politique, parce qu'effectivement, il a donné des gages à tout le monde. Dataen a raconté tout à l'heure l'équilibre compliqué qu'il avait à gérer dans le parti. Mais effectivement, ils ont fait campagne en disant « désolé, on n'aurait pas dû, on a augmenté la dette, on a augmenté les déficits ». C'est ça qui s'est passé. Derrière, ça brouille effectivement l'intégralité de tout message qui pouvait être de droite, de gauche ou autre chose. Hein. Oui. Ma question n'était pas tellement par rapport à l'IB et par rapport non, mais... Ma question était plutôt par rapport à l'opinion anglaise. L'opinion anglaise, pour le coup, elle n'a pas tranché sur est-ce qu'il est trop de droite, est-ce qu'il est trop de gauche. Surtout, ce qu'elle a dit, c'est que ce qu'elle a surtout dit, c'est il y a 5 millions d'électeurs qui avaient quitté le Parti travailliste et qui ont arrêté de voter pour lui en 2010. En 2015, ces 5 millions sont toujours absents. Et ils sont absents, semble-t-il, qu'ils partagent aujourd'hui, quand on voit justement ces gens-là qui s'identifient, qui disent « moi, je ne votais plus travailliste, je ne votais pas pour les écolos, je ne votais pas pour le SWP, je ne votais pas pour les SPEC, je ne votais plus. » Parce que moi, ma famille, c'est la famille travailliste. Je ne vais pas aller voter pour d'autres. Mais quand ma famille m'a trahi, j'arrête de voter pour elle. Et le pari de Corbyn, et là on verra si il le remplit ou si l'avenir dira ce qu'il en sera, mais son pari, c'est de dire que sur une politique de gauche, je réinclus ces 5 millions d'électeurs-là, et peut-être même que je peux réinclure une partie de ceux qui sont allés voter UKIP parce qu'ils en avaient ras-le-bol, et ceux qui sont allés voter pour le SNP, en leur montrant que la réalité du SNP au pouvoir, c'est pas bread and roses, et c'est... voilà. Il y a une chose qui est intéressant à voir sur la période Tony Blair, c'est qu'il y a un téléfilm britannique
qui a été traduit, le titre en français, c'est Les années Tony Blair, qui s'appelle en anglais The Project. C'est Stephen Frears qui l'a fait. Ouais, voilà, c'est de Stephen Frears et qui explique justement la prise de contrôle du Parti travailliste par Tony Blair et on va dire les 2 premières années du gouvernement Tony Blair. Et notamment ce qui est intéressant dans la stratégie de Tony Blair et notamment dans sa stratégie de communication et ce qui est toujours dangereux de manipuler, c'est sa stratégie de triangulation. Où effectivement il travaille beaucoup avec des faiseurs d'opinion et des spin doctors, des gens qui fabriquent des sondages et qui réunissent des groupes quali. Pratique tout à fait légitime par ailleurs, on en fait plein partout des groupes quali quand on travaille sur l'opinion, mais où il va chercher spécifiquement des gens de la classe moyenne, son mythe de la classe moyenne, qui votaient conservateurs et qui ont été déçus par Thatcher et par Jeb Thatcher. Ces gens-là qui ont pu à un moment, justement, en additionnant tout à la fois la gauche travailliste habituelle qui s'est dit putain il nous promet la victoire, on va le suivre, et qui a donné le petit plus pour que sur 2 mandats il fasse des scores mirobolants et qu'il fasse basculer encore plus, puisque quand vous avez 1000 électeurs de plus sur une circonscription, vous gagnez des circonscriptions qui étaient jusqu'ici imprenables pour la gauche. Ces gens-là ont quitté le Parti travailliste définitivement. C'était pas leur culture politique, ils ne veulent plus travaillistes, ils n'y reviendront pas. Effectivement, le pari de Corbyn, c'est la seule solution pour le Parti travailliste, c'est de récupérer l'électorat populaire ouvrier qui a quitté les travaillistes à cause de la ligne sociale-libérale, parce que de toute façon, ceux qui étaient conservateurs sont retournés chez les conservateurs et ne les quitteront plus. Alors, ça pose une partie de la question à laquelle, que tu avais posée tout à l'heure, à laquelle je n'ai pas complètement répondu, c'est la question des alliances. Jeremy Corbyn et les alliances. Globalement, Corbyn, faire une alliance avec le Green Party, ça lui pose aucun problème. Ils sont globalement d'accord sur tout un tas de sujets. Le problème est posé plutôt au Green Party qui, aujourd'hui, vit un environnement climatique qui lui est un peu défavorable. C'est-à-dire qu'il y a d'abord beaucoup de militants qui se barrent des Greens pour retourner à la maison travailliste et que le million de voix qu'a obtenu le parti dirigé par Nathalie Bennett, c'est pas sûr qu'ils puissent les garder dans l'avenir parce que il est très écolo-compatible. Corbyn, végétarien, adepte du vélo, très favorable aux énergies renouvelables. Et très anti-nucléaire. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que lui, il y a des chances qu'il arrive au pouvoir. Donc du coup, il va falloir très rapidement que les Greens disent ce qu'ils veulent faire, parce que soit ils vont être éradiqués, soit la seule possibilité qu'ils ont, c'est de devenir un parti allié. Et pourquoi pas à terme un parti associé. Après, il y a plus complet de Cymru, donc les nationalistes gallois, ils font 10-12%. Pour le moment, il y a la possibilité de faire des alliances avec eux. C'est pas une impossibilité. Corbyn est aussi un pragmatique, mais Corbyn est aussi ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un travail. Il n'a jamais été à l'extrême gauche. Il n'a jamais été. Il a commencé syndicat Labour. Il n'en est jamais ressorti. Il règle ses comptes avec la famille travailliste tant qu'il veut, mais il est de la famille. Donc il est porteur de ce projet politique qui est hors du travaillisme, point de salut. Donc, et là se pose la question vis-à-vis du SNP, avec qui il va être obligé à un moment donné ou à un autre de travailler, mais il ne travaillera avec eux qu'à partir du moment où il aura commencé à rééquilibrer le rapport de force en la faveur du Parti travailliste. Parce que sinon, les Écossais vont lui faire la vie impossible, donc il faut vraiment qu'il casse la dynamique,
qui ramène des électeurs à la maison, et c'est pour ça qu'il passe autant de temps en Écosse, d'abord pour redynamiser le parti écossais, le Scottish Labour Party, à qui il est en train de donner il travaille avec la Kezia Donegan, qui est la nouvelle patronne du Scottish Labour Party. Voilà, le SLP va prendre petit à petit beaucoup plus d'autonomie, y compris dans la définition de son agenda politique, y compris dans le choix de ses candidats pour les élections générales, ce qui est là, et du coup, autant dire qu'il devient un parti autonome avec qui il partage en fait le Labour ne partagera plus avec le Scottish Labour qu'un logo, une histoire, mais que globalement ils pourront avoir des projets politiques. Parce que pour Corbyn, c'est ce qui va permettre au SLP de commencer à reprendre des positions par rapport aux nationalistes écossais. Ça fait la dévolution en interne du Labour. Voilà. Et dernièrement, parce que je n'avais pas répondu à cette question non plus, si par cas la Grande-Bretagne devait sortir de l'Union européenne, oui, probablement que les Écossais reposeraient la question de leur indépendance. Ce qui va être un truc très très compliqué, autant à gérer pour les Écossais, mais pour l'Union européenne aussi. Parce que ça voudra dire, ce serait accepter l'Écosse qui vient d'imposer son indépendance à une Grande-Bretagne qui n'en veut pas, ce serait pris comme un geste extrêmement inamical. Alors que ça ferait peut-être sauter le TTIP. À toute chose malheur et bon. Au dernier référendum, ils s'étaient mis d'accord sur la question avec Londres. Ouais. Donc, tout le monde était d'accord pour respecter le résultat. Voilà, mais là, c'est le gouvernement central a dit pas de référendum sur l'indépendance avant 20 ans.